Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir si nombreux à Léonard Paris. Alors c'est un événement que vous allez vivre avec nos intervenants. C'est un événement aussi que nous partageons sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'affluence, donc n'hésitez pas à réagir. Le hashtag c'est OpenLéonard sur les réseaux sociaux pour partager vos questions, vos réactions et potentiellement aussi on les récupérera dans la séance de questions qui sera animée tout à l'heure. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus dans cet endroit, bienvenue. Bienvenue à Léonard Paris. C'est un lieu d'innovation ouverte, de prospective qui accueille un certain nombre d'événements. Vous êtes potentiellement ici pour la première fois ou de nombreuses fois. Je vous dirai quelques mots de ces événements. C'est un lieu aussi de prospective qui a vocation à s'intéresser aux grandes transformations et aux grandes transitions qui ont lieu dans le secteur de la ville et des infrastructures. C'est un dispositif dans lequel nous accueillons également des porteurs de projets, des innovateurs, des entrepreneurs qui souhaitent apporter des solutions concrètes à ces enjeux qui irriguent les transformations des villes. Donc à la fois un espace où se pense et se réalise le futur des villes et des infrastructures. Alors ce soir, nous inaugurons le premier événement d'un cycle consacré à la transition écologique. Je vous l'ai dit, l'enjeu de Léonard, c'est, s'agissant des villes et des infrastructures, de s'intéresser aux grandes transitions qui ont lieu dans ces contextes. Et quelle plus grande transition que la transition écologique quand on s'intéresse à ces enjeux. Alors c'est un sujet que nous regardons en tant que groupe Vinci, en tant que soutien à des projets d'innovation, mais c'est aussi une thématique que nous avons souhaité partager avec cette communauté de personnes, d'innovateurs, d'entrepreneurs, d'étudiants, de chercheurs, d'autres entreprises également, au cours des prochains mois en organisant un cycle de un peu moins d'une dizaine d'événements qui vont nous permettre de poser les grandes questions qui nous semblent être au cœur de ce sujet de la transition écologique. Alors, nous avons sélectionné trois conférences, on va dire, très larges, d'ouverture, d'interpellation sur ces grands sujets. Mathieu, qui animera cette soirée, vous en dira plus sur la thématique de ce soir, sur la responsabilité collective des acteurs. Je vous invite à prendre date des prochains événements. Alors on vous les enverra par mail à l'issue de cette rencontre. Ça m'évitera de vous assommer de dates. Mais on aura tout un événement sur le rôle des métropoles dans les enjeux de la transition écologique. Ça nous paraît être un contexte des acteurs importants, si ce n'est clé, pour la réussite de cette transition. Nous aurons un troisième événement sur les dimensions technologiques. Au final, une transition écologique est-elle une transition toute technologique ou devons-nous aller chercher d'autres modèles pour la réussir ? Ensuite, nous allons continuer, poursuivre avec trois événements un peu plus thématiques. Vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'indique, le groupe Vinci, ces trois grands métiers, ce sont la construction, l'énergie et la mobilité. Quoi de tel comme levier pour réussir cette transition que de la réussir dans les logements, les bâtiments, la mobilité et l'énergie. Et donc ça va être les trois thématiques qui seront à l'ordre du jour de ces trois événements. Et puis nous terminerons, alors là on sera à peu près vers le mois de mars-avril, c'est ça, si je ne me trompe pas, avec un événement sur le financement de cette transition.
comment on finance et comment on réussit la bonne approche financière de cette transition. Et puis le dernier événement sera consacré à l'interrogation sur la stratégie des entreprises et ces acteurs doivent-ils se doter de la transition comme structuration stratégique. Voilà le programme qui s'ouvre ce soir. Je suis très heureux encore une fois que vous soyez si nombreux pour aborder cette thématique. J'espère que vous le serez sur les prochains événements. Et avant de laisser la parole à Mathieu Laurendeau qui présentera et animera cette table ronde, on a souhaité partager avec vous un petit film, un petit clip d'un acteur, d'un grand témoin sur ces sujets. Nous avons eu l'occasion de le recevoir dans un cadre un peu plus privé il y a maintenant 2 semaines, mais on a souhaité partager avec vous quelques grands messages en vidéo. Alors ce grand témoin, c'est Alain Grandjean, le président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, et qui nous donne quelques-unes de ses convictions que l'on sait très puissantes sur ces sujets et qu'on voulait partager avec vous. Je vous laisse avec Alain Grandjean. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère encore une fois vous revoir nombreux tout au long de ce cycle sur la transition écologique. Merci à vous. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une période qu'on va appeler l'Anthropocène, dans lequel l'espèce humaine en tant qu'espèce biologique a un impact sur la nature, sur les écosystèmes qui fait jeu égal avec l'impact de la nature en tant que telle. Par exemple, on déplace autant de matériaux que la nature n'en déplace sous forme par le volcanisme ou par les tremblements de terre. Ça a des conséquences très directes, c'est qu'on a une capacité de puissance et de destruction de l'ensemble de la planète qui est très réelle et donc on ne peut pas continuer de manière indéfinie à piller la planète, on va la détruire. C'est d'une part de s'adapter et d'être résilient aux changements qui vont advenir dans les années qui viennent et c'est d'autre part de bien évaluer les impacts de son activité pour les limiter autant que faire se peut parce que la société civile, chacun d'entre nous, nos enfants, vont pas être d'accord très longtemps pour continuer dans cette voie-là. Face à ce grand problème, on peut se poser la question de savoir si les solutions existent, s'il faut innover massivement. La réalité, c'est les deux. Il y a pas mal, heureusement d'ailleurs pour nous, de solutions qui sont sur étagère. On sait faire des maisons bas carbone, on sait faire des maisons qui sont basse énergie, on commence à savoir faire des voitures électriques. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'innovations à faire, notamment par exemple dans la question de la séquestration du carbone. Je pense qu'à nouveau, c'est un peu les deux, parce que les entrepreneurs n'ont pas tous le même profil, le même intérêt, la même conviction en tant que tel. Donc il me semble que la justice nécessaire, c'est que ceux qui vont tout seuls de l'avant ne se sentent pas isolés et qu'on oblige un peu les autres à y aller quand même. La lutte contre le changement climatique, elle va être gagnée en mobilisant plusieurs leviers. Il y aura le levier de la sobriété individuelle, qui consiste juste à être un peu raisonnable dans ses consommations. Il y aura le levier de l'efficacité. On aura besoin que les entreprises développent des dispositifs très efficaces, notamment en termes d'énergie. Et donc je pense que les obligations, elles seront malheureusement nécessaires si dans les années qui viennent, les choses ne se font pas de manière un peu simple. Bonsoir. Alors les conclusions du dernier rapport du GIEC délivrent un message clair. Si aucune action n'est entreprise, le seuil de 1,5 degré centigrade de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle sera atteint entre 2030 et 2052. Cette estimation a été aggravée par des récents travaux et des récentes évaluations de scientifiques français qui prédisent une augmentation de 7 degrés centigrades à l'horizon 2100 si rien n'est fait, une fois de plus, pour contenir ce réchauffement climatique. Cette augmentation de la température globale a évidemment des effets désastreux sur l'environnement. Ce qui est en jeu, c'est aussi de nombreuses vies humaines. Et c'est aussi, ou enfin, l'ordre politique et l'ordre économique mondial, et finalement, le monde tel que nous le connaissons. Après l'apathie avec laquelle la mise en évidence du changement climatique a été accueillie
depuis les premiers diagnostics dans les années 70, eh bien, les États, les entreprises et les citoyens ne peuvent plus ignorer le sujet. En France, selon une étude récente, eh bien, l'environnement est passé en tête des préoccupations donc, de la population, devant même la question des inégalités, devant même la question du pouvoir d'achat, qui sont traditionnellement, bien évidemment, les questions clés et qui préoccupent le plus l'opinion. Et pour autant, de la prise de conscience à l'action, le chemin est long, il est tortueux, il est semé d'embûches, et pour espérer agir durablement sur le climat, l'humanité doit pour la première fois se mobiliser de manière coordonnée et transformer profondément son modèle énergétique. La transition environnementale va transformer en profondeur l'économie et le quotidien des individus comme des entreprises. Sommes-nous prêts à accueillir ces transformations? Quels efforts nous seront demandés, donc à chacun d'entre nous, État, entreprises, individus, citoyens? Ces questions, nous allons les explorer tout au long d'un cycle de conférences, de ce cycle de conférences que Julien vous a présenté. Et pour ouvrir ce débat, nous avons invité donc 3 personnalités qui vont nous présenter successivement chacun un aspect différent, distinct, des défis précisément de l'action collective. La philosophe Cynthia Fleury, d'abord, qui est professeure au CNAM, Lola Vallejo, qui, elle, est chercheuse à l'IDRI, et David Laurent, qui est responsable du pôle climat et ressources, donc d'entreprise pour l'environnement. On va entendre leurs interventions les unes après les autres. Je vous demande de garder vos questions précieusement, puisqu'on réservera, je dirais, du temps au débat à la suite donc, de ces 3 interventions. Et pour ouvrir nos échanges, donc j'invite à me rejoindre donc, Cynthia Fleury. Vous êtes philosophe, titulaire au CNAM de la chaire Humanité et Santé. Vous avez publié Le souci de la nature en 2017, une invitation à bousculer nos modes de pensée pour nous réconcilier avec la nature. Et alors, la question que j'avais envie de vous poser, c'est que devant une crise mondiale aux proportions finalement jamais atteintes, et en dépit des débuts difficiles de la mobilisation en faveur du climat, est-ce que la philosophie, par exemple, nous donne des raisons d'espérer justement que l'humanité peut se fédérer pour changer? Voilà. Cynthia Fleury. Merci. Alors avant de répondre à cette question, je peux m'asseoir, hein, je ne suis pas obligée de faire un stand-up. Ah oui, tu veux dire là-dessus? J'écoute. Alors d'abord dire que je suis très heureuse quand même d'être ici. D'abord parce que c'est un lieu tout à fait magnifique, je le pense, et puis qu'il joue un rôle dans justement l'acculturation important, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. On voit d'ailleurs vraiment la fréquentation ce soir, et moi je pense que ces tiers-lieux produisent ce que Foucault appelait des espaces parésiastiques, et des espaces parésiastiques, c'est-à-dire des espaces où on tente ensemble de produire du vrai non pas au sens de dogme, mais du vrai au sens de tentative de mode de véridiction. On essaye de faire advenir quelque chose, un discours, un acte, demain, peut-être normatif pour l'état de droit, et on le fait ensemble, en collégialité, avec certaines règles, etc. Donc c'est vrai que ces lieux me semblent très précieux pour, encore une fois, faire monter en compétence la société civile, et ces lieux, pour moi, participent déjà je dirais, d'un point d'appui, précisément pour la transformation des comportements, mais pas que des comportements, mais qui fait ce que Hans Jonas, en son temps, grand philosophe, un premier pour remettre un peu un horizon historiographique sur le fameux consensus aujourd'hui lié à la question du réchauffement climatique, parce que c'est vrai qu'on dit « Oh mon Dieu, c'est merveilleux, c'est allé extraordinairement vite ». Je voudrais remettre un tout petit peu en perspective cela, parce que ça nous aidera à avoir une échelle en fait de cette idée de la prise de conscience et comment tout d'un coup on enclenche en fait une transformation sociale, civilisationnelle même. Donc ça c'est un premier point. Puis un deuxième point, de dire effectivement quelques-uns des leviers qui me paraissent importants pour, oui, penser une forme d'espérance. Rapidement, l'historiographie, je fais des grands traits. J'ai 20 minutes, et en l'occurrence 15 maintenant. En grands traits, vous avez, à partir
je passe bien évidemment la question que philosophiquement, la question de la nature, vous la retrouvez déjà chez les Grecs. Donc si vous voulez un texte important de prise en considération du milieu et du lien avec le vivant, vous prenez Lucrèce, de la nature, vous aurez un grand texte là-dessus. Ou vous prenez Héraclite, etc. etc. Bon, mais passons cela, et passons Rousseau, qui a constitué un des grands gestes de lien avec la nature, même d'une éducation à la nature, passons sur le grand romantisme allemand, etc. Allons, je dirais, au moment où ça devient pas simplement une prise de conscience stylistique, littéraire, etc., parce que la nature a toujours été un objet de l'art essentiel, et donc un objet civilisationnel essentiel, mais en revanche, la nature qui quitte le fait qu'elle est assimilable à l'abondance, c'est-à-dire notre histoire aujourd'hui, alors qu'elle était quasiment assimilable à la question divine, elle était abondance. C'est la première révolution industrielle. Et donc, vous allez avoir ces premiers grands moments où tout d'un coup, on va avoir un geste de préservation. Ça se fait d'abord par les philosophes. Donc, les philosophes ont été déterminants dans cette histoire-là, si j'ose dire. Et puis, bien évidemment, les botanistes, les paysagistes, tous ceux qui sont les spécialistes des sciences de la conservation. Et donc, du côté philosophique, vous allez avoir le XVIIIe siècle avec, par exemple, quelqu'un, ou le 19e, avec quelqu'un comme Thoreau, Walden ou La vie dans les bois, par exemple. Prenons ce texte, on est au moment du 19e, où il y a une conscientisation très très forte de la nature et du fait qu'on doit commencer à préserver la nature, et même qu'il y a un lien à son intériorité, puis il y a même un lien à une certaine forme de citoyenneté qui se joue là. On pourra développer tout à l'heure. C'est Léopold, Aldo Léopold, que vous connaissez, forestier, on monte vers la fin du 19e, qui est un des premiers à poser ce qu'il va appeler l'éthique de la Terre, un des premiers à définir qu'il faut dorénavant penser une définition extensive de la communauté politique. Généralement, la communauté politique, c'est quoi? C'est les humains, les vivants et les morts. Toujours, il n'y a pas de communauté politique sans ce rapport vertical. Et là, tout d'un coup, il l'ouvre et il dit non, c'est pas que ça. La communauté politique, c'est le sol, le territoire, la rivière, etc., etc. C'est un des premiers à considérer que cette inscription, si j'ose dire, dans le territoire fait partie résolument du lien communautaire, le lien vraiment avec le vivant. Donc Léopold est un des forestiers philosophes très très importants. Ensuite, vous avez Naess, que là aussi c'est un nom qu'on connaît plus souvent parce que c'est celui qui a défendu la question de l'écologie profonde. C'est le théoricien qui va poser le fait qu'il y a une valeur instrumentale et il y a une valeur intrinsèque de la nature. Lui défend bien évidemment la valeur intrinsèque de la nature, sous-entendu, la nature, elle vaut parce qu'elle est elle, et non pas parce qu'elle sert les desiderata de l'homme, et donc la nature en tant que telle, c'est tout ce mouvement déjà de la nature en tant que sujet de droit, même si vous n'avez pas ça chez Naess, mais vous avez le fait que, oui, il y a une dignité profonde, et en plus, vous avez un pas de plus chez Naess qui considère qu'on ne peut pas, en fait, accéder à soi-même, à une plénitude, si on n'a pas ce lien avec ce qu'il appelle le soi du monde. Donc le soi et le soi du monde, ça s'enclenche et ça raconte quelque chose. Donc ça, c'est... Et puis conjointement, vous avez les premiers, je dirais, aménagements du territoire, les grands parcs nationaux avec Yellowstone. On redescend vers, effectivement, les années 1800, je ne sais plus, 60, je n'ai plus la date, oui, c'est ça, 64, Yosemite, etc., Yellowstone. Donc ces grands moments où tout d'un coup, on se dit, oh là là, il faut préserver la nature. Avant, on avait déjà ça, et c'est assez drôle que, par exemple, prenons Fontainebleau, les premiers qui ont posé ce geste de conservation de la nature sont les artistes. C'est l'école de Barbizon qui a dit, ah mais non, mais il faut absolument qu'on protège, faut protéger cette nature parce que nous, on doit la peindre, et donc on a pensé Fontainebleau avant même les réserves biologiques en réserve artistique. Pour montrer que... Voilà. Bon. Donc, vous voyez, il y a déjà ce premier temps d'une éthique de la Terre qui commence très, très tôt. Tout le monde s'en fiche.
Et il va falloir attendre entre ce moment de conscientisation chez les philosophes, etc. On va passer 50 ans, on va passer 2 guerres, on va passer en fait la catastrophe. Et c'est, comme dirait l'autre, la méditation sur la catastrophe, l'au-delà de la catastrophe, après 45 et même au-delà, qu'on va commencer à refaire lien avec la nature. C'est assez tardif et c'est le niveau politique qui va prendre la main, c'est le niveau international, on en parlera sans doute tout à l'heure. Et c'est effectivement le grand rapport, on est 1972 autour de les limites de la croissance, rapport Meadows, on est rapport Brundtland sur les questions, comment dire, de générations futures. Et au même moment, dans ces années, vous avez les premiers sommets de la Terre, 1972, et puis ensuite 1992 avec la convention sur la biodiversité. Et dans cet entre-deux, vous avez un texte majeur, je le disais tout à l'heure, qui véritablement a façonné les esprits, best-seller du philosophe Hans Jonas, 1979, le principe responsabilité, et qui va poser véritablement quantité de schèmes, des gestes normatifs qui sont les nôtres aujourd'hui, en tout cas en concept. Le principe de précaution, ça sort de là. L'heuristique de la peur est donc d'une certaine manière ce qui a donné naissance à la collapsologie, la question de l'effondrement possible, au sens de voilà, et surtout ce retournement de la morale qui consiste à dire écoutez, l'éthique ne peut pas être simplement celle du présent, l'éthique c'est une éthique du futur, nous sommes nécessairement responsables pour les générations futures. C'est un geste qui n'avait jamais été posé, Kant ne se pose pas la question des générations futures, agis de telle sorte que ta maxime soit universalisable, voilà ce que dit Kant, ici et maintenant. Jonas, c'est agis de telle sorte que tu puisses, par tes gestes, maintenir une vie authentiquement humaine pour les générations futures. Pas du tout la même histoire. Et Jonas dit, voilà, en fait, le mal vient du fait que nous nous voulions trop de bien. Donc, on est véritablement dans ces premiers grands gestes très fort de retournement de la société d'hyperconsommation, du pillage qu'on peut dire aujourd'hui, etc., qui n'est pas nouveau, hein, mais là, la conscientisation dans les années 70-80 est immense. Et puis parallèlement, vous allez avoir un autre grand mouvement de transformation des mentalités, c'est le mouvement médiatique, c'est le mouvement bien évidemment aussi de la conquête spatiale, hein. Vous avez des phrases magnifiques sur ceux qui posent, comment dire, leurs pieds sur la Lune en disant quand j'ai découvert la Lune, c'est pas la Lune que j'ai découvert, c'est la Terre. Vous connaissez par cœur, c'est les images de la NASA, et qui font que tout d'un coup, il y a un texte magnifique de Bruno Latour là-dessus, sur la rotondité de la Terre. Le terme n'est pas terrible, mais on voit très bien où tout d'un coup, on dit, mon Dieu, ce fanal bleu splendide, si fragile, merveilleux, extraordinaire. Et donc, il y a tout d'un coup, par l'esthétisation magnifique de cette Terre, mais aussi par l'esthétisation de sa fragilité, il y a une prise de conscience. Et c'est les premières grandes théories sur « Ah, mais la Terre est un vaisseau spatial », ce qui veut dire qu'en gros, encore une fois, nous ne sommes plus dans la question de l'abondance, etc. Mais dans ces années-là, on n'a pas encore la conscience, le GIEC n'est pas là encore, dans les années 70-80, et donc on n'a pas encore conscience que véritablement, comme disait Alain Grandjean, on est rentré dans l'Anthropocène. Aujourd'hui, on valide le fait qu'il y a une bagarre sur quand est-ce qu'il y a une date sur l'Anthropocène. Est-ce que c'est la première révolution industrielle? Est-ce que c'est en gros post-45? Est-ce que nous sommes rentrés dans cette ère de l'Anthropocène? Voilà. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore la conscience que oui, on est dans un vrai point de désynchronisation avec les écosystèmes, voilà, c'est-à-dire, comme on peut dire aujourd'hui, extinction d'une partie importante de la biodiversité, désynchronisation entre les chaînes de proie et de prédation, ce qui voilà, est problématique, crise sur le réchauffement climatique, etc., etc. Et petit à petit, vous allez avoir enfin ce dernier temps qu'on espère enfin le bon, parce que en gros, pendant tout ce temps-là, on n'a pas fait grand-chose sur la transformation des comportements, si on veut être honnête. Hein? Donc vous voyez que ça met quand même un siècle et demi, donc c'est pas mal. Et là, on est dans ce moment final de, voilà, on a les éthiciens, les philosophes, ça marche pas.
Le politique seul, onusien à l'international, ça marche moyen. Le politique qui s'implique dans les lois comme ça, parce qu'on charte de l'environnement pour la France, donc quand même pas rien, le bloc constitutionnel, la loi Bouchardot, enfin bref, il y a des grandes lois comme ça, la Convention d'Aarhus pour la France qui l'a ratifiée, enfin que sais-je, il y a quantité comme ça de textes normatifs, mais en fait, le niveau de contrainte est faible, les médias qui en parlent de plus en plus, etc. Et puis enfin, la société civile. Et c'est peut-être elle, voilà, qui détient peut-être un levier de pression fort par la voie, bien évidemment, du plaidoyer associatif. Bon, on a vu le vieux chemin du name and shame, où aujourd'hui, pour une entreprise, être en délicatesse sur la question environnementale, c'est pas si simple, et elle engage fortement sa réputation. Je vous renvoie à un texte qui était paru, mais qui est totalement inédit. Je crois que c'était l'année dernière. La tribune signée par les élèves de Supélec, Centrale, l'IX, ENS, Ulm, etc. Première fois que tout d'un coup, toute une promotion, je ne sais plus combien ils étaient, dit très clairement, nous ne travaillerons pas pour une entreprise qui n'a pas pris en compte ces enjeux-là. C'est un geste fort. J'ai enseigné 10 ans à Sciences Po et en l'occurrence à l'IX. C'était une question connexe. C'est une question dorénavant épistémologique, éthique, d'emblée. Comme disent les camarades, by design. C'est-à-dire qu'en gros, on la prend dès le début et pas à la fin. Et ça, c'est un retournement. Sans parler du fait que nous avons quand même œuvré sur les plus jeunes générations qui, elles, ont, semble-t-il, fait ce shift de façon plus émotionnelle. Il suffit de discuter avec les plus jeunes et il suffit de voir comment la mobilisation sur les plus jeunes marche. Donc, on a aujourd'hui, alors pour terminer, il me reste 4 minutes. Pour terminer, quelle est de la nécessité de cette obligation collective? Oui, alors il y a plusieurs, moi je suis un philosophe politique, il y a d'abord la question de la réinvention tout simplement de l'état de droit, de savoir est-ce que l'état de droit, et on en parlera sans doute est le mode le plus important pour défendre un geste éthiquement environnementale digne de ce nom. Ce qui est très certain, c'est qu'aujourd'hui, la justice environnementale et la justice sociale forment un même lien. Et que donc, nous avons besoin véritablement de considérer que cette justice environnementale, c'est un des points d'entrée pour penser notre état de droit. Et on voit très bien, je vous renvoie vers les travaux d'Éloi Laurent, par exemple, qui montrent très bien que... Et c'est pour ça que l'état de droit est intéressant dans cette question. Et à la différence de ceux qui pensent que c'est les régimes autoritaires qui vont faire avancer la question, je leur dis halte là. Vous voyez très bien que là où il y a un manque de gouvernance démocratique, il y a un accaparement des terres, il y a une spoliation des terres, donc il y a une vulnérabilité environnementale. Et là où il y a une vulnérabilité environnementale, il y a une vulnérabilité socio-économique. Donc on voit très bien que vulnérabilité de gouvernance démocratique, clac, enclenche vulnérabilité environnementale qui enclenche vulnérabilité économique et sociale. Donc ça, on a des chiffres, on est vraiment très très paré en termes de revue de littérature sur ces questions-là. Ensuite, moi je suis psychanalyste, mais je travaille à la chaire Humanité et Santé, et donc véritablement la place de la nature dans l'écosystème humain, c'est-à-dire la santé mentale, la santé physique, il est déterminant. Il est déterminant, et là aussi, alors on rigole avec les termes d'éco, anxiété, etc., mais oublions ça, on voit très clairement que la nature, le lien avec le milieu vivant, produit de la résilience chez le sujet, et donc si à un moment donné cette qualité environnementale n'est pas là, la santé du sujet, entre guillemets, n'est pas là. Donc on a déjà un argument de l'état de droit, je pense qu'on a un argument économique, parce que nous devons penser différemment nos croissances. Et on voit là aussi que ça peut être pensé comme une opportunité et pas simplement comme un renoncement. Et puis tout simplement de manière civilisationnelle, éthique. Et là, on peut retourner
même si Marx n'était absolument pas le plus grand défenseur de l'écologie, il y a un texte dans le Capital qui montre que, très classiquement, quand on pille la terre, on pille les hommes. Et donc là encore, on a un shift civilisationnel qui est déterminant. Encore une fois, la question, c'est pas tellement est-ce que la nature, la biodiversité, etc., va disparaître, parce que la nature a une telle force de résilience qu'on peut imaginer que de toute façon, elle produit ses propres régulations. Mais ce qui est certain, c'est que notre humanisme, je ne parle même pas des hommes, parce que les hommes, dans leur version quantitative, bon, ils vont continuer à être là. En revanche, les hommes, dans leur version qualitative de société civilisée solidaire, hors de l'économie de survie, ça c'est la question qui fait que nous sommes dans l'obligation, effectivement, aujourd'hui, d'attraper cette question anthropocénique de manière très forte si nous ne voulons pas faire ce que depuis toujours nous faisons, c'est-à-dire réguler par la catastrophe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Alors, je suis sûr que votre intervention va susciter beaucoup de commentaires et de questions. Je vous demande, comme je vous le disais au début, c'est la règle de ce petit événement de les réserver pour tout à l'heure. Et je voudrais inviter maintenant Lola Valero à nous rejoindre. Vous êtes directrice donc, du programme Climat de l'IDRI et vous avez contribué aux négociations internationales sur le climat. Venez, venez. En tant que responsable du groupe d'experts sur le changement climatique de l'OCDE. Les rapports du GIEC et les négociations entre États donc, rythment le débat sur la lutte contre le changement climatique depuis plus de 20 ans. Et ce que j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre, c'est comment précisément les efforts des scientifiques et des diplomates, des négociateurs résistent à la fois finalement d'une part aux coups de boutoir qui sont portés à un consensus un peu fragile par eh bien, des coups d'éclat comme celui des États-Unis quittant eh bien, l'accord signé à Paris en 2015 ou encore par la concurrence internationale, la guerre commerciale. Et d'autre part, comment précisément ces efforts résistent eh bien, à la multiplication des signes que la plupart des États sont en passe finalement de louper, de manquer les objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre auxquels ils avaient souscrit donc, en vue de l'horizon 2020. Je vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais moi aussi remercier Léonard de m'avoir invité à donner cette présentation. Merci. Ainsi que Cynthia Fleury déjà pour avoir fait des ponts entre nos disciplines et pour m'avoir fait réaliser que j'étais une spinoziste, ce qui est toujours beaucoup plus élégant que de dire je suis optimiste et constructive. Je vais essayer de construire un argumentaire sur tous les points que vous avez mentionnés. Plus simplement, je vais peut-être me cantonner à donner une perspective sur les enjeux internationaux de la crise climatique. Et d'abord, merci encore Cynthia d'avoir aussi rappelé que en fait, le climat, c'est une question qui nous occupe depuis plus de 30 ans. Et c'est aussi pour ça qu'on peut se féliciter de l'accord de Paris qui nous donne un cadre d'objectifs collectifs international et un horizon d'action qui ensuite doit organiser l'action pour toutes les parties prenantes, les entreprises, les collectivités et les citoyens. Donc l'accord international de Paris sur le climat a été signé en 2015. Que dit-il ? Alors il dit deux choses. D'abord, il essaye de définir un horizon commun pour qu'est-ce que c'est qu'on définit comme le niveau de changement climatique qui est dangereux pour les sociétés humaines. Avant, on avait beaucoup en tête cette idée que 2 degrés, c'était l'horizon à ne pas dépasser, la ligne rouge. L'accord de Paris, il a été encore plus loin en disant en fait, on a des connaissances scientifiques qui se sont améliorées et on sait que en fait, la ligne rouge, c'est plutôt bien en dessous de 2 degrés et faire tous les efforts possibles pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc ça, c'est important à garder en tête. On a un objectif de température collectif pour éviter des dommages, des dégâts et des souffrances aussi pour les sociétés. Il a une autre façon d'exprimer cet objectif collectif. Là, c'est un petit peu compliqué à lire, mais il faut que vous reteniez l'idée de neutralité carbone. C'est-à-dire, il faut atteindre, alors en plus mon encadré n'est pas au bon endroit, mais c'est atteindre un équilibre entre les émissions anthropiques, donc les émissions liées aux activités humaines,
et les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Donc c'est un objectif qui n'est pas extrêmement précis, puisqu'on parle de une période de 50aine d'années pour atteindre cet équilibre. Et ensuite, je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur comment est-ce qu'on peut comprendre cet objectif. Mais donc, important de voir qu'il y a à la fois un objectif de température et aussi un objectif d'émission, de réduction d'émissions, mais qui est exprimé par rapport à cet état d'équilibre, plutôt qu'en valeur absolue, comme voilà la limite d'émissions de CO2 à ne pas dépasser ou autre. Pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire cet objectif, la communauté internationale a demandé au GIEC de préciser en fait qu'est-ce qu'on peut dire sur le 1,5 degré. Comme en fait la communauté internationale a créé un nouvel horizon de l'action, elle a demandé à la communauté scientifique de préciser les conditions d'atteinte de ce nouvel objectif. Donc elle a demandé au GIEC un nouveau rapport qui est sorti en octobre de l'année dernière et qui a précisé plusieurs choses. La plus importante peut-être, c'est de dire cet état d'équilibre, qui est la deuxième façon d'exprimer l'objectif, à quelle date est-ce qu'il faudrait qu'on l'atteigne ? Et je ne vais pas m'apesantir, mais vous savez tous sans doute qu'il y a plusieurs gaz à effet de serre. Le plus important en valeur absolue, c'est le dioxyde de carbone. Et ce que dit très clairement le GIEC, c'est que parmi tous ces... Donc le dioxyde de carbone, c'est celui qui est en gros, et les autres sont les autres gaz à effet de serre, notamment le méthane ou le nitrous oxide, le NO2. Et est-ce que... Non, ça n'apparaît pas, excusez-moi. Bon, je voulais montrer une autre... En fait, cet équilibre doit être atteint en 2050. Essayez d'imaginer la superposition des petites lignes rouges que vous avez vues tout à l'heure. Quel que soit le chemin qu'on veut emprunter pour réduire les émissions, si on a sérieusement envie de limiter le réchauffement à 1,5 degré, on est obligé d'arriver à cet équilibre en 2050 pour les émissions de CO2. Et cet équilibre, c'est très fort. Ça veut dire que les émissions de CO2, elles doivent avoir une chute absolument drastique. Vous voyez, le point de départ, c'est aujourd'hui, c'est à peu près 2010-2020. Et en 2050, on doit atteindre 0. Vous voyez d'ailleurs que si on regarde un peu plus loin vers la fin du siècle, ce 0, cet équilibre, il est juste un point de passage. Et ensuite, on doit arriver à des émissions nettes qui sont dans le négatif. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait par rapport à un monde où aujourd'hui on émet en ordre de grandeur 10 gigatonnes de CO2 par an. Imaginez que dans 30 ans, on soit à net zéro et au-delà, on soit en négatif. Et ça, c'est important d'avoir en tête le défi collectif que nous pose l'accord de Paris. Mais plus que ça, le défi que se sont définis tous les États qui ont signé l'accord de Paris. Et une de ses principales forces, c'est que c'est la première fois qu'on a un accord universel sur le changement climatique, qui n'est pas signé juste par les pays développés, comme c'était le cas du protocole de Kyoto, mais qui est aussi signé par les grandes économies émergentes qui seront probablement responsables, si on ne fait rien, de la plupart des émissions dans le futur. Et on voit déjà que depuis 2007, la Chine a déposé en valeur absolue, a dépassé les États-Unis comme premier émetteur mondial. La neutralité carbone, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que concrètement, on a un équilibre entre les gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par nos activités, que ce soit le transport, l'énergie, l'industrie, mais aussi l'agriculture, principalement du CO2, mais aussi de l'agriculture, notamment du méthane, et les émissions de carbone captées par des puits, qu'ils soient naturels, tout ce qui est les écosystèmes côtiers, les océans, les sols, qui sont des capteurs naturels de CO2, et les arbres évidemment, mais aussi les puits artificiels, où on peut imaginer de plus en plus de technologies qui sont en train d'être développées pour en gros aspirer le CO2 et le stocker dans des failles géologiques. Après, que nous dit le GIEC, une autre chose importante, c'est qu'il y a plusieurs façons d'arriver au même résultat. On sait que l'ambition, elle est très importante, sauf que si vous voyez sur ces quatre trajectoires qui sont censées être indicatives de la façon de limiter le réchauffement à 1,5 degré, on peut imaginer plusieurs façons d'y arriver. En gris, ça veut dire limiter les émissions liées aux énergies fossiles. En marron, c'est tout ce qui est lié aux puits naturels, par exemple la captation par les forêts ou les émissions liées à l'agriculture. Et en jaune, c'est toutes ces émissions
tous ces captages liés aux technologies de stockage et de capture et de stockage du carbone dont je vous ai parlé. En fait, il y a plusieurs façons d'y arriver, sauf que ces 4 chemins, ils vont avoir des conséquences extrêmement différentes en termes d'atteinte notamment des autres objectifs de développement durable. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des pressions très différentes sur les pressions qui s'exercent déjà sur la biodiversité. On est aujourd'hui dans la 6e extinction de masse de la biodiversité. Et aussi sur la capacité d'atteindre à la fois le défi climatique, le défi de préservation de la biodiversité et d'assurer la sécurité alimentaire de l'humanité. Où on en est aujourd'hui, donc pour conclure l'accord de Paris, il fallait que tous les États arrivent avec dans leur poche des engagements qui montrent qu'on a été prêts collectivement à s'attaquer au défi. Donc en 2015, tous les États ont soumis une première salve de contributions, d'engagements, qui sont pour le moment complètement insuffisantes. C'est ces engagements qui sont en jaune sur le graphique que vous voyez ici. Ils nous emmènent vers un monde à 3 degrés, donc bien en dessous de ce qu'il faudrait faire pour un monde à 2 degrés et encore plus pour un monde à 1,5. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à faire baisser cette petite ligne jaune, qu'elle se rapproche le plus possible de la petite ligne verte. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre tous les États d'avoir des engagements de plus en plus importants? C'est ça le défi dans lequel on est aujourd'hui, et c'est pour ça que l'année prochaine est particulièrement importante. D'abord, rappeler que les priorités, c'est réduire les émissions fossiles, ce qui inclut le charbon, mais aussi le gaz et le pétrole, dont on a tendance à parler un peu moins en ce moment, et accroître les prix de carbone. Quel levier? C'était aussi une des questions qui avait été posée pour cette présentation. On a tendance à parler uniquement de décarboner nos modes de production. En fait, je voudrais en rappeler 4. Le premier, c'est de réduire nos consommations d'énergie et de matière. On en a parlé avec la question de dans quelle mesure on peut avoir vraiment des changements de comportement. Il y a un baromètre de l'ADEME qui est sorti hier ou aujourd'hui, je crois, qui montrait que plus de 75% de la population française sondée montraient qu'ils étaient prêts à mettre au premier plan une redirection des consommations vers moins d'énergie et moins de ressources non renouvelables. Donc je pense qu'il y a un appétit qui est là, en tout cas pour partie, mais pas dans n'importe quelle condition. Le deuxième, c'est décarboner nos modes de production, donc passer à des énergies moins émettrices de CO2. Préserver et améliorer les capacités de stockage naturel du carbone et déployer des technologies de capture et de stockage. C'est l'autre partie de l'équation. Donc voilà, très simplement, des leviers à décliner ensuite dans tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'énergie, le transport, le bâtiment, l'agriculture aussi, il ne faut pas oublier l'agriculture. Et comment est-ce qu'on va arriver à déployer tous ces leviers ? Je ne m'appesantis pas, mais il faut juste garder en tête que l'accord de Paris, c'était aussi un accord dynamique. On savait très bien, au moment de le conclure, que les premiers engagements sur la table, ils seraient insuffisants pour atteindre l'objectif de l'accord. C'était écrit. En même temps, on signe pour un nouvel objectif plus ambitieux. Donc les engagements qui ont été écrits avant la signature de l'accord, par définition, ils ne sont pas assez ambitieux. Maintenant, le vrai enjeu, c'est qu'en 2020, quand tous les États sont invités à mettre sur la table de nouveaux engagements, ces nouveaux engagements soient vraiment à la mesure du défi, notamment pour l'Europe, notamment pour les autres grands émetteurs que sont la Chine, par exemple. Donc on en est là. Voilà la succession des COP qui se suivent et ne se ressemblent pas, mais pour être très clair, celle de 2020, elle va être absolument majeure pour voir si l'accord de Paris, avec son cadre incitatif, il est suffisant pour encourager les États à être à la mesure du défi et de l'objectif qu'ils se sont définis eux-mêmes. Peut-être, moi je travaille plutôt sur la question des États en général. Je trouve ça intéressant de se dire qu'est-ce que c'est que le levier principal pour les États. Il y a d'abord l'idée de donner une direction, de comprendre qu'on a compris les objectifs de l'accord de Paris et qu'on a compris que le nouvel objectif, c'était la neutralité carbone et réduire drastiquement les émissions. C'est en train de devenir la nouvelle norme et le secrétaire général de l'ONU, il s'est fortement engagé pour inciter tous les États à s'engager pour la neutralité carbone. Il a fait un grand sommet climatique le mois dernier à cet effet. Il y a aussi de plus en plus d'États qui se sont engagés pour atteindre la neutralité carbone, à peu près 80, mais ce n'est pas forcément les plus gros émetteurs. Juste pour rappeler qu'en Europe, on a quasiment un engagement pour atteindre cette neutralité carbone.
Au niveau de la Commission européenne, on a une vision qui devrait structurer l'action, mais qui n'a pas encore été formellement adoptée par l'ensemble des États membres européens. Mais voilà, la trajectoire qu'on pourrait peut-être se donner de réduction des émissions, ça demande des changements radicaux. Et c'est pareil pour la France. La loi climat de 2019, elle propose globalement de passer de 7 structures d'émissions à un objectif de neutralité carbone, c'est-à-dire schématiquement passer de... Voilà, ça c'est 90, 2015, et la dernière c'est 2050. Ça veut dire faire ça en 30 ans. Et moi, une des choses pour lesquelles j'essaye de m'engager, c'est aussi juste faire comprendre et faire savoir que la France a déjà pris ces engagements-là et a déjà fait ces plans-là. Maintenant, on est plutôt dans une question de comment est-ce qu'on fait, secteur par secteur, quelle peut être une contribution qui soit alignée avec ce que dit la science, avec ce que dit l'accord de Paris, pour l'ensemble des acteurs qui veulent s'impliquer, qu'ils soient des particuliers ou des secteurs de tout type d'activité. Et les enjeux et les ordres de grandeur sont absolument majeurs. Je pense que quand on parle avec des entreprises ou des collectivités, c'est parfois, ou même des officiels au niveau national, c'est parfois difficile de se rendre compte l'ordre de grandeur des réductions qui sont nécessaires. Je pense qu'on a tendance à se dire que moins 20% en 10 ans, c'est déjà énorme. On parle de moins 90% ou 95% pour l'énergie en termes de réduction d'émissions. On parle de réduire de moitié les émissions de l'agriculture en 30 ans. Voilà, je laisse David Laurent faire la suite, mais je voulais vous remercier encore pour votre attention. Merci Lola. Après votre exposé, donc, sur les ressorts internationaux donc, de la lutte contre le changement climatique, je vais demander donc à David de me rejoindre. Vous êtes responsable du pôle climat et ressources donc, au sein d'Entreprises pour l'environnement. Et la question que j'ai envie de vous poser, attendez, je vous donne tout le matériel, voilà. C'est finalement... Bon, vous avez été contributeur d'une étude, ZEN 2050, qui peut être consultée sur Internet et qui est intéressante dans la mesure où elle explore énormément des aspects, j'allais dire, les plus concrets de la transition telle qu'on peut la concevoir à l'horizon précisément de 2050. Et la question que j'ai envie de vous poser et qui vous a été largement servie par Lola, c'est au-delà des États et finalement des objectifs de réduction des gaz à effet de serre tels qu'ils sont négociés dans les grandes conventions internationales, comment est-ce que la société, comprendre en particulier eh bien, les entreprises et les citoyens et les consommateurs, tour à tour, citoyens et consommateurs, vont être mis à contribution précisément en faveur du climat. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci aussi pour l'organisation de cette conférence, parce que je trouve qu'elle est extrêmement bien construite, parce que ça s'enchaîne parfaitement, donc bravo. Et Cynthia, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Je me suis listé un certain nombre de questions. Je vais avoir des questions sur des références après, donc je viendrai vous les poser. J'ai beaucoup aimé ça a donné certaines réponses à des questions que je me posais depuis longtemps. Donc je viendrai vous voir. Donc pour commencer très rapidement, donc EPE, c'est une association de grandes entreprises françaises et qui organise des sessions de réflexion sur des thématiques émergentes dans le domaine de l'environnement. Et donc Vinci est une des entreprises très actives dans ce groupe. Vous reconnaissez tout de suite ma première diapo qui vous a été présentée par Lola tout à l'heure. Donc c'est génial, je vais gagner du temps. Et en plus, ça montre qu'il y a un consensus des acteurs sur le sujet aujourd'hui sur c'est quoi les scénarios de référence et comment est-ce qu'il faut travailler. Donc vous avez revoyé ici le graphe du GIEC, et donc ça illustre parfaitement le message que je voulais mettre ici, c'est-à-dire il y a consensus sur la neutralité carbone qui est un objectif partagé par tous les acteurs. Donc le point c'est un objectif, ensuite c'est comment est-ce qu'on va à cet objectif. Alors, celle-là, vous l'avez vue aussi.
c'est la balance de la neutralité carbone entre d'un côté les émissions, de l'autre côté l'absorption. Donc c'est vraiment ces questions-là qu'on se pose quand on se met dans une optique de neutralité carbone. C'est comment d'une part on va travailler sur nos émissions qui aujourd'hui sont extrêmement élevées pour les réduire, et de l'autre côté comment est-ce qu'on va travailler sur les absorptions pour augmenter le niveau, puisque au final c'est le budget carbone que l'on aura en 2050 et après, il sera conditionné par le potentiel d'absorption, puisque dans une optique de neutralité, on ne pourra émettre que ce qu'on est en mesure d'absorber. Et donc je vais aller directement sur les réflexions qu'on a eues. Donc, on l'a vu précédemment, le sujet de la neutralité carbone, il est apparu au grand jour en 2015 suite à l'accord de Paris. Donc il y a eu cette question de neutralité carbone. Et donc chez EPE, on a également vu cette expression apparaître. Et d'un point de vue acteur économique, la question que ça pose, la neutralité carbone, ça part d'un constat qui apparaît très rapidement, c'est derrière cette notion de neutralité carbone, il y a une notion de transformation massive de la société. On voit bien qu'on passe dans un état qui est complètement différent de celui d'aujourd'hui. Et donc, une entreprise, un acteur économique, la question qui va se poser, c'est à quoi d'une part, à quoi il ressemble cet état d'arrivée, c'est-à-dire, si on réfléchit en termes de carbone, combien est-ce qu'on va émettre et combien chaque acteur aura le droit d'émettre. Et la question qui vient derrière, c'est comment est-ce qu'on va en arriver là? Avec quelle technologie, avec quel déploiement, avec quel équilibre, avec quelle mobilisation des acteurs. Donc c'est ces questions-là qui sont apparues et que chez EPE, on a voulu creuser collectivement. Parce qu'il y avait à la fois, je dirais, un objectif effectivement de rendre cet objectif palpable, mais également, là je saute peut-être déjà à une conclusion, mais on se rend compte aujourd'hui, même s'il y a un consensus scientifique sur le changement climatique et sur les solutions à mettre en œuvre, ce consensus il n'est pas encore sociétal. Et pour ne pas faire que prêcher pour ma paroisse, en particulier dans le monde économique, il y a encore un certain nombre de choses à déclencher, que ce soit au niveau du modèle du fonctionnement, je dirais, théorique, et aussi dans les comportements. Donc voilà, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, je vais m'appuyer largement sur une étude qu'on a lancée en mai 2019 et qui est disponible sur Internet, donc n'hésitez pas si vous voulez creuser, soit vous pourrez me poser des questions à la fin, soit aller chercher entre autres la source de l'information. Donc le résultat de cette étude, on saute directement au résultat, c'est avec les technologies disponibles aujourd'hui, en les massifiant, en les développant, on peut atteindre la neutralité carbone en France. C'est une étude qui a été réalisée sur le territoire français. C'est la première conclusion. La deuxième, c'est que c'est une transformation massive. Et ça, on peut le visualiser de façon très facile, et on l'a fait en comparant les réductions de gaz à effet de serre qu'on a faites sur les 25 dernières années par rapport à ce qu'il faut faire dans les 30 prochaines années. Et donc on voit l'année 90, qui est un peu l'année de référence sur la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Et entre 2015, on a diminué grosso modo de 0,5% par an. Et là, entre 2015 et 2050, on dit qu'il faut diminuer de 4,5% par an. Donc ça fait un facteur x9. Donc ensuite, si on regarde un petit peu plus ce que ça veut dire, bon, déjà le message optimiste, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a déjà commencé à accélérer. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est à 4,5, mais on pourrait encore, le niveau d'effort actuel serait à doubler, à peu près. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est, vous voyez là, donc ces petites colonnes de couleurs, c'est les différents secteurs économiques de la France. Et donc on se rend compte qu'on a une diminution extrêmement forte en 30 ans, mais surtout qu'ils ont tous diminué. Et ça c'est quelque chose aussi d'important à comprendre, c'est que c'est pas juste on va mettre des énergies renouvelables et tout va se passer. C'est que c'est une transformation massive de toute l'économie. Pas uniquement de l'énergie consommée, mais du carbone qui est associé aux énergies fossiles. C'est là on est en train de rendre compte,
on change tout. On change notre façon de nous déplacer, on change notre façon d'habiter, on change notre façon de se nourrir, on change notre manière de travailler. C'est quelque chose qui va tous nous concerner. Et comprendre cet état, je dirais, cible, et de comprendre quel va être notre interaction et notre positionnement dans cette société, c'est quelque chose de clé, et entre autres pour les entreprises d'arriver à se projeter dans un univers qui est extrêmement différent de celui d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment la question qu'on s'est posée. Et les deuxièmes, je dirais, objectifs qu'on a poursuivis, c'est de travailler sur comment est-ce qu'on y arrive. Donc là-dessus, on a travaillé sur quelles mesures il faut prendre à long terme, à moyen terme, à très court terme. Au début, on en avait 80, après on a fait un exercice synthèse, bon 14, on est arrivé à 4 grosso modo, s'il faut résumer ça de façon très, très simple. La première, c'est aujourd'hui, on a encore besoin d'une intégration forte dans notre inconscient à tous de cette urgence et de cette nécessité de changement. Là, peut-être que ce soir, on a un auditoire qui est relativement sensible à ce sujet. Au niveau sociétal, en France, on n'a pas encore le consensus sur ce besoin de changement. Et c'est quelque chose sur lequel il faut encore travailler, que ce soit via l'aspect politique, mais via l'aspect également mode de vie, sur comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on communique sur ce sujet. Donc, par exemple, chez EPE, là, on va lancer des travaux sur la publicité, et comment est-ce que la publicité façonne les modes de vie et les modes de consommation, et comment est-ce qu'on peut les modifier. Un autre domaine, c'est notre modèle de fonctionnement économique aujourd'hui, où on est encore dans un fonctionnement de plus en plus internationalisé, globalisé, et ce qui pose un certain nombre d'enjeux. Aujourd'hui, on a des discussions sur le CETA, sur l'accord avec le Mercosur. Donc, c'est des fonctionnements économiques qui génèrent un accroissement des échanges. Et aujourd'hui, notre système économique est fait que toute augmentation de valeur, c'est-à-dire le PIB, est corrélée à un accroissement de consommation de ressources et des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à décorréler. Donc on a quand même des questions de fond sur comment est-ce que notre économie est organisée et comment on peut la rendre compatible avec une neutralité carbone. Un troisième point ensuite, qui est là, je dirais, qui va tomber un peu sous le sens, c'est sur comment, au niveau sectoriel, est-ce qu'on va se transformer. Donc comment est-ce qu'on va parvenir en France à rénover 16 millions de logements en 30 ans, donc ça fait 500 000 par an, donc c'est à peu près x2 par rapport au rythme actuel. Comment on va arriver à arrêter, voire limiter, voire arrêter la dynamique d'artificialisation des sols aujourd'hui. Les sols, on n'a pas forcément conscience, mais c'est une ressource qui est clé et qui est rare. En France, on a de la chance, on a des sols fertiles, des sols agricoles, des sols forestiers partout. Si vous allez dans beaucoup d'autres pays, vous allez rendre compte que ce n'est pas le cas. Donc on a beaucoup de chance, et malheureusement, c'est une ressource qu'on a tendance à gaspiller, que ça soit par des phénomènes d'urbanisation, par de la bétonisation pour les transports, pour les infrastructures. Et on se rend compte que cette ressource, elle nous sert également à... donc évidemment, on a dit stocker du carbone, mais les sols agricoles, c'est d'abord également à produire de la nourriture. Mais plus que ça, on se rend compte dans les logiques d'économie circulaire, le sol peut aussi nous permettre de produire de la biomasse qui va ensuite être utilisée en substitution à des produits fossiles. Également, le sol, ça a d'autres fonctionnalités sur les cycles géochimiques de l'eau, de l'azote. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on aime bien tous aller se promener en forêt. Donc voilà, et donc il y a également des thématiques de loisirs, de perception sur une multiplicité de fonctionnalités. Et enfin, le dernier point, on va dire, c'est plus globalement d'amener à repenser la façon dont on intègre l'agriculture et son fonctionnement puits de carbone dans notre économie. Comment est-ce qu'on arrive à maximiser ces aspects absorption de carbone qui aujourd'hui ont été, je dirais, peu encore regardés par rapport à l'enjeu que ça représente dans une perspective de neutralité carbone. Donc là, voilà, je vous ai peint
en quelques minutes un panorama de ce qu'il va falloir faire. Et là, on a dit, effectivement, c'est énorme. Et quand on arrive dans ces dynamiques de, effectivement, c'est énorme, bah, la question qu'on va faire, c'est le corollaire qui arrive, c'est que personne ne peut le faire tout seul. Et donc, on a besoin de tout le monde. Et quand on dit tout le monde, bah, on peut dire, grosso modo, il y a 3 types d'acteurs. Il y a les pouvoirs publics, historiquement, c'est eux qui ont été à la manœuvre, c'est les chefs d'orchestre. Bah, ça se retrouve un peu, si on prend le parallélisme, dans les négociations climatiques, jusqu'en tous les protocoles de 1997 à 2015, c'était les États qui étaient à la manœuvre. Il y a un deuxième type d'acteurs, c'est les acteurs économiques, les entreprises et les acteurs qui sont souvent rassemblés sous le terme acteurs non étatiques, où il n'y a pas que les entreprises. Mais eux, ils ont fait leur apparition dans les négociations climatiques en 2015 à Paris. Et là où le rôle de ces acteurs non étatiques a été souligné, depuis ne se fait que se renforcer, où il y a effectivement au sommet de New York le mois dernier, le secrétaire général de l'ONU a encore rappelé ces entreprises à prendre de plus en plus d'engagement et de place dans les négociations climatiques et dans l'ambition climatique. Et puis le dernier, mais qui est pas le moindre, et qui est nous tous, mais nous tous sous nos différentes facettes. En tant que citoyen, c'est-à-dire avec notre bulletin de vote, en tant que consommateur, donc avec notre carte bancaire, mais également en tant qu'usager des transports, ou en tant qu'employé dans une entreprise, ou en tant que collaborateur. Donc toutes les multiples facettes de l'individu. Et ben, on se rend compte malheureusement que les changements qu'on a besoin, ils sont tellement systémiques, tellement forts, qu'on se retrouve parfois dans des dynamiques de ce qu'on appelle de passagers clandestins, ou de dilemme du prisonnier, où la question c'est on se regarde tous et on dit bon, bah, lequel va avancer le premier, parce que s'il y en a un qui avance le premier, tout seul très vite, il va se retrouver complètement décorrélé du marché. Un exemple qu'on peut prendre, par exemple, voilà, en France, je vais être tout à fait transparent, on est entre nous. Une des entreprises auquel on pense plus vite quand on parle sur le changement climatique, c'est Total. Alors, on va faire l'exercice aujourd'hui. On dit, Total demain se transforme plus que radicalement et ne fait plus du tout de pétrole. Genre ils réinvestissent 100% de toute leur trésorerie dans les énergies renouvelables ou dans l'électricité. Qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose en fait. Parce que tout ce qui va être libéré dans le fonctionnement du marché par Total va être tout de suite, je dirais à 80-90%, capté par d'autres acteurs économiques, que ce soit principalement ses concurrents oil and gas. Donc tout seul, on est bloqué. On voit bien que du coup, on a besoin que tous ces acteurs travaillent ensemble. Et voilà, c'est un peu la situation à éviter. On est tous là, il y a énormément de choses à faire, et puis on se regarde les uns les autres, on regarde qui est-ce qui part en premier. Et ce constat, beaucoup de gens le font, et la question qui est moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer au-delà de ça. Donc heureusement, il y a quand même des possibilités de le faire. Et quand on regarde comment est-ce qu'on peut arriver, et c'est ce à quoi aussi on a cherché dans notre rapport, c'est de comprendre que pour sortir, donc il y a besoin de tout le monde, et il y a besoin que tous les gens se parlent. Parce que ces acteurs, ils ont des pouvoirs différents, des rôles différents et des responsabilités. Donc chacun n'a pas le même niveau d'influence. Par contre, tout le monde a un rôle à jouer. Si on va focaliser par exemple sur le rôle des entreprises, on va dire une entreprise, sa responsabilité première, ça va être de mettre sur le produit sur le marché des produits et services. Et dans une dynamique de neutralité carbone, faut que ces produits, évidemment, ils soient compatibles avec une neutralité carbone, ou au moins avec une trajectoire et un scénario de neutralité carbone. Ensuite, on va également réfléchir, si on change de produit, c'est-à-dire qu'on change l'appareil de production. Donc ce qui implique derrière d'investir, mais ce qui implique également d'accompagner ces transformations qui sont de territoire et de personnes. Par exemple, on se rend compte évidemment, si en France on est neutre en carbone en 2050, le secteur de l'oil and gas en France, il ne va pas avoir le même nombre d'emplois qu'aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on accompagne ces transitions de territoire? Comment est-ce qu'on redonne de l'emploi aux gens qui vont le perdre? Et comment est-ce qu'on en crée d'autres pour les gens qui vont chercher des emplois plus tard? Donc c'est ces questions-là qu'il faut se poser.
Et se pose également effectivement la question du marketing responsable, c'est-à-dire du rôle de la publicité. Quel produit on va vendre et quel produit on va vouloir que les gens achètent. Et donc c'est là tout de suite on retombe là sur le lien avec le citoyen consommateur. C'est comment est-ce que les individus aussi progressivement, l'idée de progression est importante, même si en même temps que je dirais la progression et le rythme est aussi important dans cette collaboration. Comment est-ce que les individus évoluent pour qu'il y ait une correspondance dans le cas-là entre offre et demande sur un marché. Comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble? C'est vraiment ces questions-là qui sont clés et qui finalement impliquent de travailler en écosystème pour que les ambitions et les engagements de chacun fassent écho les uns aux autres pour qu'on arrive petit à petit au niveau d'ambition voulue. Donc c'est pour ça que la dernière slide de Lola était pour ça très intéressante. Effectivement, quand on dit l'accord de Paris, c'est quelque chose qui marche de manière itérative. On peut dire dans un fonctionnement économique, c'est la même chose. On parle de transformation finalement, on peut dire d'un marché. Donc comment est-ce que ce marché, on le fait évoluer en s'assurant que ça va être compatible et possible pour tout le monde. Donc c'est vraiment ces questions-là sur lesquelles il faut travailler dans une optique d'obligation collective. Voilà, donc je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Merci. Merci David. Je vous propose de rester sur scène, de vous asseoir là, et puis je vais demander à Cynthia et à Lola de nous rejoindre. Pour la suite, je ne sais pas jusqu'où on peut passer vos slides. S'il y a toute la presse. Tu peux nous aider, Laurent? Juste aller à la slide d'après. Merci à chacun, à tous de vos interventions. Alors, il y a des vertus euphorisantes, évidemment, à organiser ou improviser un congrès de spinozistes plus ou moins assumés ou qui s'ignorent. Et du coup, je ne veux pas jouer les esprits chagrins, mais si vous avez décrit, et je poserai la première question avant de vous passer la parole, puisque vous devez être nombreux à avoir des observations ou des remarques à poser. Mais pas jouer les esprits chagrins, mais quand même, on a finalement, dans vos trois interventions, précisément des raisons de penser que les choses peuvent avancer, que rien n'est joué, et notamment beaucoup d'éléments de méthode, que ce soit la méthode internationale ou de ce qui peut se passer en société et comment les choses peuvent se mettre en mouvement. Mais j'aimerais quand même vous entendre tester, entre guillemets, ces méthodes et nous dire de la façon dont les faits, la réalité, semblent quelquefois leur résister. Et je pense en particulier, puisque l'objectif, c'est que chaque État, chaque entreprise, chaque individu, finalement, dans le monde, contribue à cet effort. Et même si Cynthia Fleury nous a dit qu'au fond, il fallait croire dans les vertus finalement de la gouvernance démocratique et qu'elle serait probablement plus efficace qu'une bonne dictature verte, pour reprendre un terme qui avait été employé par Uzbek Erika il y a quelque temps, à atteindre l'objectif. Quand on regarde la réalité, on se demande si la crise climatique n'a pas généré beaucoup plus de tensions et d'effets finalement centrifuges que de consensus. C'est les États-Unis qui claquent la porte, bien évidemment, donc, de l'accord de Paris, je l'ai déjà dit. C'est les États du Sud, avec lesquels il a été si difficile de se mettre d'accord, et pour des raisons parfaitement légitimes, pour enfin s'aligner sur une même trajectoire. Et puis c'est du dissensus entre États, mais c'est aussi du dissensus entre groupes sociaux. D'une certaine manière, alors on pourra critiquer l'exemple, et j'entendrai la critique, mais malgré tout, il faut se souvenir que la crise des Gilets jaunes est née au lendemain de la présentation d'une fiscalité incitative sur les carburants et sur le carbone. Donc comment est-ce qu'on fait, en bonne gouvernance démocratique en particulier, mais précisément pour encaisser ces chocs et pour maintenir justement, revenir un peu sur les rails et tenir ce train finalement de la lutte contre le réchauffement. Attendez, je crois qu'il y a deux autres micros qui doivent se promener quelque part. D'abord, on est tout à fait d'accord sur le constat du consensus trompeur ou du faux consensus.
La réalité, c'est que sur le déclaratif encore, si vous prenez simplement la France, vous avez un déclaratif assez commun, et dès qu'il s'agit d'un ajustement sur les pratiques, bon, ben là, la dissociation se fait immédiatement entre les groupes sociaux. En gros, vous avez toujours un argument d'abord économique qui arrive, la question de l'argent. Vous avez ensuite un argument sur la question du temps. Et puis vous avez un argument ensuite sur la question du confort. Donc vous avez trois niveaux d'arguments qui sont des freins à la transformation comportementale. Et si vous prenez après sur le territoire macro-international, vous avez très clairement deux grands territoires qui s'appellent, sans aller vers le sud, mais les États-Unis et la Chine, qui aujourd'hui sont les acteurs majeurs, si j'ose dire, du PIB. Ces deux acteurs nous disent clairement, en tout cas les États-Unis très clairement, nos modes de vie ne sont pas négociables. Nous ne négocierons pas notre mode de vie, c'est ce qu'a dit Trump, et c'est d'où la sortie de l'accord. Et c'est quasiment la même chose du côté chinois, même si ce n'est pas dit de la même façon. C'est dit plus intelligemment, si j'ose dire, mais quand vous regardez le document 9 qui vient expliquer la stratégie chinoise indépendamment du dernier grand document sur les routes de la soie, etc., c'est un plaidoyer absolument terrible, anti-Occident, anti-démocratie, anti-valeurs démocratiques, etc., et aussi de cette idée que il faudrait en passer par une sobriété ou en tout cas un renoncement éventuel sur la question du développement. Donc tant qu'on est dans cette proposition-là, c'est vrai que ça sera assez conflictuel. Et donc c'est pour ça que dans tous nos graphiques ou dans nos paroles, on a tous tenté de mettre l'intégralité des parties prenantes dans la boucle, parce qu'on sait à quel point la question du juste et de la répartition de l'effort, elle va être centrale dans cette affaire, parce qu'elle va constituer en gros l'acceptabilité ou au contraire la résistance par rapport à ça. Et non, l'imposition par la norme et par la contrainte ne suffira pas, parce que les peuples se rebellent, descendent dans la rue, font de la désobéissance civile, etc., etc., en tout cas sur les territoires qui acceptent ça. Donc nous, on est réduit quand même à une collégialité de la transformation et de la répartition juste de l'effort. Et pour l'instant, on est manquant là-dessus. On n'arrive pas à penser ça. On n'est pas dans les clous. Les émissions au niveau mondial continuent d'augmenter, et même quand elles décroissent, par exemple en France, en Europe, on est sur des tendances de décroissance, mais vraiment pas du tout à l'échelle de ce qui est demandé par la science et ce à quoi on s'est engagé avec l'accord de Paris. Et comme je le disais, ça fait quand même plus de 30 ans donc, qu'on discute de ces sujets-là, qu'on a une convention au niveau international sur le changement climatique. Donc oui, il y a effectivement des choses qui me rendent beaucoup moins optimiste. Néanmoins, je pense que quelque part, la cristallisation qu'on voit aujourd'hui dans des signaux d'alerte qui sont de plus en plus stridents et qui sont relayés par des mobilisations populaires ou par des demandes de justice sociale, notamment la crise des Gilets jaunes, c'est aussi une façon de réinterroger la méthode. Et la méthode, elle reste à inventer, parce qu'il n'y a aucun pays, il n'y a aucune entreprise qui a vraiment inventé un modèle qui soit compatible avec la tâche qui est devant nous. On a eu la crise des Gilets jaunes, mais c'est aussi en réponse à ça qu'on a une convention citoyenne, par exemple, en ce moment, sur le climat, et dont les travaux viennent à peine de commencer, mais qui vise à mettre devant des panels de gens représentatifs, on l'espère, de la société française, plusieurs controverses pour pas nier et pas mettre sous le tapis qu'il y a des questions qui sont difficiles ou qui sont des choix de société et sur lesquels différentes sociétés peuvent faire différents choix, et donc essayer de commencer à faire accoucher qu'est-ce que ça va être la réponse française sur les questions difficiles, mais ça passe
encore et toujours aussi par une plus grande information sur l'ampleur de la tâche et sur ce qu'il faut faire. Et il y a quand même pas mal de solutions qui répondent à des questions, et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas grande chance que ça se passe. Il n'y a pas uniquement la valeur intrinsèque de la nature ou sauver la planète pour sauver la planète, il y a aussi beaucoup des changements qui sont demandés. Donc non seulement c'est pour préserver in fine l'humanité, mais il y a aussi beaucoup de choses qui, dans la mise en œuvre des solutions, on peut avoir des villes moins congestionnées, une meilleure qualité de l'air, des bénéfices pour la santé mentale parce que avoir un peu plus de nature, ça permet à tout le monde d'être plus heureux. Mais aussi des choses plus concrètes, une meilleure utilisation des ressources, ça se traduit aussi par des économies. La question, c'est de trouver les mécanismes de gouvernance et d'incitation aussi économique pour permettre à cette transition de se faire avec le moins de heurts possible. Merci Lorraine. David, est-ce que vous voulez compléter justement sur la façon dont on recoue et dont on embarque toute une société précisément Alors là, sur la question, comme on était plutôt j'ai l'impression qu'on était sur les aspects négatifs et pourquoi on n'y arrive pas. Mais Lola, habilement, nous a ramené un discours plus positif. Mais écoute, je vais essayer de répondre aux deux alors. Parce que ce qui est le négatif, c'est ce qui est difficile en fait. Et là, je pense que je voulais illustrer par deux éléments qui sont les principaux freins qu'on voit. Le premier, c'est que dès qu'on essaie de faire passer des accords ou des réglementations contraignantes, un des premiers arguments qui va sortir, c'est la distorsion de concurrence. C'est-à-dire, une entreprise peut dire « Ok, moi je suis d'accord pour avoir plus de contraintes, je comprends, c'est le jeu. Par contre, ce qui n'est pas le jeu, c'est que d'autres en aient moins que moi. Et c'est particulièrement valable à un niveau international. C'est le sujet avec aujourd'hui le système d'échange des quotas européens, où on a des quotas qui sont donnés gratuitement, parce que sinon, les entreprises qui sont très intensives en émissions de carbone en Europe seraient extrêmement désavantagées et couleraient par rapport à des homologues non soumis au sujet. Donc voilà, donc ce problème de la distorsion de concurrence. Le deuxième, c'est celui adéquation offre-demande. Typiquement en Europe, là, on a pour le coup une loi qui a été passée, une directive du coup qui en 2030 impose aux constructeurs automobiles que l'émission moyenne des véhicules vendus soit de 60 grammes de CO2 par kilomètre. Donc c'est une réduction très importante, plus de 2 fois par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc c'est une directive. Donc les entreprises ont commencé à travailler dessus, en particulier en faisant évoluer leur gamme de véhicules. Donc ça, aujourd'hui, en fait, on n'a pas beaucoup de véhicules bas carbone, qu'ils soient électriques ou autres. Donc là, on va en avoir un peu plus sur le marché. Mais on se rend compte que si on regarde aujourd'hui les différents secteurs économiques de la France, même en Europe, c'est la même chose, il y en a un qui ne réduit pas, c'est la mobilité. Et il y a une raison importante, c'est malgré tout ce qu'on fait de progrès en efficacité énergétique, en nouveaux types de motorisation, le poids des véhicules augmente. Et aussi bien que tout ce qu'on peut gagner en efficacité, on le perd sur le poids des véhicules. Donc ce qu'il y a derrière, c'est les SUV. Donc les gens achètent des grosses voitures. Et donc tout ce qu'on peut faire en gain, on le perd là-dessus. Donc il y a l'aspect comportemental en fait, et on conduit aussi de plus en plus. La distance moyenne domicile-travail augmente aujourd'hui en France. Donc voilà, donc c'est ces aspects économiques versus, je dirais, comportementaux ou sociétaux de la façon dont on est organisé qui bloquent. Ensuite, comment est-ce qu'on peut passer de ça ? Là, je reviens effectivement, on a énormément de signaux aujourd'hui qui viennent en dehors des acteurs, je dirais, historiques du climat, et qui font bouger ça. Donc tout à l'heure, on a cité le manifeste étudiant pour un réveil écologique. C'est quelque chose qui, nous, on l'a vu dans les entreprises membres de PE, a eu beaucoup d'impact. Il y a des PDG qui se sont reconnus avec 20 ans de moins et qui se sont dit effectivement, donc c'est intéressant que les jeunes générations, ce qui n'était pas mainstream à mon époque, l'est aujourd'hui.
effectivement, sur la convention citoyenne pour le climat, c'est également des choses où on s'est rendu compte que voilà, la taxe carbone, on l'avait fait voter sous Royal, et que c'était passé inaperçu. Puis le jour où le prix du pétrole a réaugmenté, on a eu une contestation sociale parce qu'il n'y avait pas eu ce consensus entre acteurs préalable. J'ai vu que Cynthia Fleury bondissait sur le micro à l'évocation du SUV. Oui, alors, calmons-nous sur le bon, mais dans la tête. Il y a plusieurs choses, en fait. On ne sait jamais définir pourquoi on a, à un moment donné, un point de bascule et pourquoi on capte un seuil paradigmatique. En revanche, et ça, on ne sait pas comment. En revanche, on sait poser les ingrédients, si j'ose dire, de la grande marmite transformationnelle. Bon. Et dans cette grande marmite, aujourd'hui, vous avez plusieurs points. Vous avez la pression de la société civile, très clairement, qui joue un rôle majeur, de name and shame. Vous avez demain, qu'on n'a pas encore eu, des leaks, des fuites. On pourrait avoir des green leaks, des environmental leaks. C'est-à-dire qu'en gros, avoir du Wikileaks très lourd sur des questions de préjudice écologique majeur, et ça ferait son travail aussi, de mise à mal de la réputation. Le name and shame a toujours fonctionné. Voilà, c'est comme ça. On se rappelle le scandale autour de Nike sur la question de tel ou tel travail des enfants. On sait très bien, si vous voulez, qu'à un moment donné, notre enjeu, il est de faire que le standard mondial sur la question des normes environnementales fasse ce point de bascule qui a été, à un moment donné, pour les normes sociales. Où tout d'un coup, on a dit c'est plus possible. C'est plus possible, on a eu honte. Bon. Et donc, pour l'instant, l'impact humain sur la nature n'est pas ressenti comme une honte et comme un point d'attaque sur l'humanisme. Ce n'est pas ressenti comme ça. L'écocide n'est pas ressenti comme un crime contre l'humanité, pour aller un peu rapidement et être désagréable. Mais on est dans ça. Bon, peut-être à juste titre ou pas, mais de fait, à partir du moment où les services écosystémiques qu'on a parlé, les 4 grandes catégories des services écosystémiques sont atteintes et on sait qu'il n'y a pas de contrat social hors des services écosystémiques, on va pouvoir considérer que si un préjudice constant sur les services écosystémiques, c'est un préjudice contre le contrat social, et le contrat social, résultat, ça tombe sur la justice, les etc., etc. Mais on voit que le standard n'est pas encore là. Chez les nouvelles générations, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de leur corps meurtri par la question environnementale, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, ailleurs. Et donc, on a ça, on a la question très importante, parce que tout à l'heure, quand j'ai passé en historiographie, je vais aller un peu vite, mais il y a un moment clé de transformation, qui est celui de la rationalité, c'est-à-dire quand la science a mis les pieds dans le plat, c'est-à-dire que quand vous avez un consortium international qui produit un geste scientifique, etc., c'est quand même à un moment donné clé. Et donc cette alliance entre la rationalité scientifique et tout de même la pression de la société civile, on en est au début, et on va continuer tout de même à avoir là un levier important. Et ensuite, voilà, c'est ça, la distorsion de la concurrence, elle se fait de fait. Si demain, on rattrape par le name and shame le fait de dire oui, dans un premier temps, vous êtes perdant, mais en fait, vous voyez qu'il y a tout un territoire de transformation nécessaire, parce qu'en fait, au bout de la chaîne, avec le consommateur, il ne veut plus s'inscrire dans un cercle vicieux, parce que, hein, et puis par ailleurs, vos ressources, en tant qu'attractivité de ressources humaines, vous n'allez plus attirer telle et telle génération. Et puis par ailleurs, vous avez une société civile et politique qui va faire monter en exigence, contrainte ou réputationnelle, ce qui est un peu la même chose. Voilà. Et donc c'est tout ce mélange-là qui est déjà là, mais qui manque encore de vigueur et de dynamisme. Et puis il est, si vous voulez, hélas, il y a quand même une vraie scission entre nos territoires occidentalo, européens, etc., et le reste du monde, qui n'est quand même pas du tout au même endroit. Merci. Alors, je vous avais promis de ne poser qu'une question, et il est temps, je pense, maintenant de vous proposer eh bien, de formuler vos réactions aux questions. J'en vois une là-bas.
Alors bien sûr, brève, concise, directe, pour lui permettre d'en prendre plus. Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. J'avais deux questions, enfin une précision, une question. Pour David Laurent, la première, c'était, je voulais savoir sur les 4,5% de réduction par an que vous évoquiez pour 2050 pour atteindre la neutralité carbone, est-ce que vous évoquez des émissions importées? Enfin, est-ce que vous incluez les émissions importées? Oui. Non, non, d'accord, ok. Voilà, c'était ma première question. Et la deuxième, puisque vous faites partie d'EPE et vous venez de parler de la question de la mobilité, du temps de transport entre domicile et travail, je voulais savoir, est-ce que vous avez amorcé un début de réflexion chez EPE sur la question de la reterritorialisation et éventuellement de la réimplantation des entreprises dans les territoires en France? Puisqu'aujourd'hui, on est dans une ville, dans un pays avec une hypercentralisation, dans une capitale qui va devenir invivable. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un projet d'anticipation des entreprises pour se réimplanter dans les territoires et faire en sorte qu'on puisse vivre un peu plus normalement l'été? Ok, alors je vais d'abord compléter la première question parce qu'elle soulève un enjeu fort, c'est celui de l'empreinte carbone. Et donc effectivement, quand on fait de la modélisation sur le climat, il y a toujours deux approches. Et soit on approche sur une approche territoire, donc qui est entre guillemets, le référentiel qui est utilisé sur la comptabilité officielle des gaz à effet de serre, typiquement dans l'accord de Paris, dans les comptabilités aujourd'hui, on fonctionne en territoire. Et le deuxième qui fait effectivement plus de sens d'un point de vue consommation, c'est celui de l'empreinte carbone, c'est-à-dire des émissions depuis la production jusqu'à la fin de vie. Donc nous, on a travaillé sur les émissions du territoire, puisque c'est celui où on a directement, je dirais, les leviers d'action. Mais effectivement, parce que sinon ça pose la question d'aller modifier ou aller se reposer sur des réductions d'émissions qui vont se passer dans d'autres endroits. Mais par contre, vous avez tout à fait raison, il ne faut pas du tout perdre de vue le fait que il ne faut pas justement exporter nos émissions comme on a effectivement exporté notre pollution en France dans les 30 dernières années, en particulier avec tout ce qui est le transfert de l'industrie française dans des pays avec des efficacités inférieures et des coûts de main-d'œuvre inférieurs. Donc il y a un chiffre qui est très intéressant là-dessus, c'est l'efficacité matière. Donc c'est la valeur ajoutée produite par kilo de matière. En fait, elle a diminué dans les dernières années. Et ça, elle a diminué du fait du déplacement des lieux de production vers des pays moins développés technologiquement et du coup avec des efficacités plus faibles. Donc ce point-là, effectivement, et derrière, ça pose la question de rechanger nos modes de consommation. Et le deuxième point sur la question de la relocalisation, donc c'est des choses que l'on voit de plus en plus se développer. Alors ces études chez EPE, ça nous donnerait de quoi travailler pendant au moins jusqu'à 2050. Donc c'est un point qu'on a soulevé, vous pouvez aller dans les conclusions du rapport. Ensuite, on n'a pas de travail spécifique nous dessus, mais il y a d'autres organisations professionnelles, je pense en particulier à France Industrie, qui eux travaillent spécifiquement sur le sujet. Cabinet Utopie aussi a publié une étude à l'échelle de l'Île-de-France, effectivement, ouvrant un peu les perspectives de relocalisation de certaines activités. C'est un sujet qui fait que monter, effectivement. Une autre question, je vois une main qui se lève là-haut. Levez bien la main parce que sinon on ne vous voit pas. Du coup, vous parlez beaucoup des pollutions dues au carbone, mais après, il y a aussi d'autres pollutions comme les déchets, les exploitations minières aussi, puis les rejets de matières polluantes en mer, qui est quand même une pollution assez importante vis-à-vis de l'environnement et de la Terre globalement. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution à apporter chacun de notre côté, ou alors globalement au niveau d'un territoire sur ces questions-là? Alors, on a décidé de parler de climat, effectivement, à l'occasion de cette conférence, mais la question qui se pose, c'est est-ce que finalement les méthodologies que vous avancez, tant au niveau, mettons, international qu'au niveau plus local, régional, national,
peuvent avoir les mêmes effets sur d'autres types de pollution. Alors le climat, c'est notre point d'entrée, mais c'est pour ça que quand je présentais les 4 leviers, le premier, c'était réduire l'énergie et aussi réduire les ressources. Et ça a des effets, des co-bénéfices positifs sur ce qu'on fait de nos déchets. Il y a aussi un levier qui est de plus en plus important, c'est la question de la circularité. On essaie de développer l'économie circulaire, notamment dans l'industrie, où on peut imaginer un cluster de différentes compagnies où les rejets d'une entreprise sont la matière première d'une autre. Tout n'est pas simple et bisounours, mais il y a quand même beaucoup de potentiel dans cette idée de l'économie circulaire pour produire moins de déchets. Et en Europe et en France, on a quand même des standards environnementaux, notamment de rejet de déchets qui sont assez élevés. Il y a des conventions internationales sur cette question-là. Il y a aussi beaucoup de zones de non-droit et de zones où le droit est en train d'être fait, notamment la haute mer. Par exemple, par rapport à l'exploration des ressources en eau profonde, qui sont qui suscitent beaucoup de convoitises pour des questions minières, des questions de patrimoine génétique aussi. Donc on est encore en train de définir comment on doit exploiter et préserver au mieux certaines parties de la planète. Donc c'est aussi un sujet à suivre. Et tout ne se limite pas au climat, bien au contraire. Je pense que quand on pose la neutralité carbone comme objectif, ça nous force aussi à regarder une certaine ambition et une certaine radicalité quelque part qui pose la question de l'usage des terres. Le GIEC a aussi sorti un rapport récemment sur l'usage des terres qui montrait que la façon dont on va décider d'utiliser les terres pour préserver la biodiversité, pour répondre à la question du changement climatique, notamment quelles énergies on produit pour produire du gaz propre ou de l'essence propre. Tout ça va être vraiment majeur et la question de ce qu'on fait de l'espace va être vraiment au cœur de la façon dont on va réussir à apporter une réponse durable à toutes ces crises qui sont liées. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, j'en vois une en bas. Tenez, je vais passer votre micro et puis celui-là va vous arriver. Bonsoir. Merci pour vos interventions. Voilà. Je serai très bref. Merci pour vos interventions. Je reviendrai sur... j'ai une question qui revient sur le shift émotionnel dont on parlait tout à l'heure avec les nouvelles générations, enfin la génération actuelle qui manifeste clairement donc en faveur de l'environnement. Ma question porte sur, du coup, quel serait le shift émotionnel pour les entreprises, pour le monde économique, parce que le thème du climat est très rationnel, porté par les scientifiques. Les entreprises sont très rationnelles également dans leur management, dans leur gouvernance. Ma question, c'est quel serait le shift émotionnel pour avoir donc décuplé les efforts des entreprises pour la lutte contre cette crise climatique. Et question subsidiaire, ne pensez-vous pas justement que ce shift émotionnel ne serait pas une juridicialisation? Voilà, on passe par la justice, hein, un peu au modèle de la loi de devoir de vigilance, par exemple, on a mentionné les droits de l'homme. Merci. Alors, il y en a plusieurs, hein, des chiffres émotionnels. Moi, tout à l'heure, j'en ai nommé un, mais je pense qu'il est quand même conséquent. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est intériorisé profondément, mais en revanche, il y a une sanction. C'est la honte. C'est-à-dire, à un moment donné, la question de la honte, alors, je ne dis pas qu'ils vont la ressentir dans leur fort intérieur, mais en tant qu'on ne peut plus faire ça, on ne nous permet plus de faire ça, ça va être un point important quand même. Ça va être un point important parce que, voilà, parce qu'encore une fois, l'entreprise est insérée dans un jeu relationnel
Et elle a des cibles, encore une fois, elle attire telle ou telle, elle va recruter telle ou telle personne. Donc je pense quand même que ce point-là, il est important. Et puis, ce qui marche avec la honte, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire le sentiment de fierté, le sentiment de tout d'un coup d'innovation, d'incarner une valeur de l'innovation, qui est quand même quelque chose de très important. Pourquoi la jeune génération se passionne autant pour l'environnement? Bien sûr, pour une grande conscientisation du lien avec l'environnement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui renvoie à un point aussi fondamental qui s'appelle l'inscription d'une génération dans l'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui fait que quand vous arrivez dans l'histoire, vous vous positionnez aussi, presque de façon inconsciente ou consciente, et vous attrapez des choses qui n'ont pas été attrapées par les générations précédentes pour marquer l'histoire. Et donc, les jeunes gens se passionnent aussi pour l'environnement, même si ce n'est pas dit comme ça, pas simplement parce qu'ils ont une conscience très forte du lien avec Gaïa. Où, voilà, ils comprennent que le sens de l'histoire, il y a quelque chose qu'ils peuvent attraper là, surtout dans un monde qui, par ailleurs, s'épuise en termes idéologiques, en termes de grands récits. Et voilà, vous avez tout d'un coup quelque chose qui, là, anime en termes de fiction régulatrice collective. Il y a quelque chose qui les anime, si vous voulez, donc dans le fait d'inventer des imaginaires. Donc, il y a aussi ça. Et donc, cette question, à un moment donné, de faire partie du sens de l'histoire, d'inventer une nouvelle modalité civilisationnelle, etc., qui nous paraissent des mots un peu gros, mais qui, à un moment donné, oui, s'incarnent avec des émotions. Et l'entreprise qui, à un moment donné, va faire rêver réellement ces individus, ces jeunes individus, elle va marquer des points. Elle va marquer des points qui vont se traduire par de la valeur économique. Donc, voilà, par exemple, si on va sur la question émotionnelle. Lola, vous vouliez réagir? Juste rapidement, quand on parlait de... Je ne sais pas si je parlerai forcément d'émotion, mais si on va parler de grandes valeurs, il y a les questions de responsabilité ou de vérité. Et je pense que le shift qu'on doit encore voir, c'est que la question de la neutralité, désolée de revenir à ça, comme c'est un équilibre où on réduit les émissions et qu'elles doivent être compensées par des puits, il y a une tentation en fait, pour le moment, de rester sur l'ancien modèle qui est on compense ce qu'on continue d'émettre parce que ça coûte moins cher ailleurs, de les réduire, et donc je peux rester comme ça. En soi, j'ai rien contre le principe de compensation, si ce n'est qu'il faut être très clair sur le fait que c'est quelque chose dont on peut se prévaloir aujourd'hui, mais il faut bien être clair sur le fait que la destination, c'est pas celle-là, et être clair sur le fait que c'est seulement une solution transitoire. Donc, voilà, avoir un discours d'entreprise sur... Pour l'instant, je fais cette compensation parce que je veux déjà afficher une neutralité, mais j'ai bien compris qu'à terme, il faut que je me pose des questions très difficiles sur ma chaîne de valeur, ma façon de produire, et peut-être même sur les produits que je propose. Ça, c'est un changement majeur. Merci. Alors, on a déjà dépassé largement l'heure à laquelle je vous avais promis de vous libérer ou de vous offrir un verre. Et on va prendre donc une dernière question. Et rassurez-vous, on pourra continuer d'en parler donc tous ensemble juste après la fin de cette table ronde. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour ces informations extrêmement précises et ces moments de partage surtout. Ma question est sous forme aussi d'un constat. Je crois qu'on comprend tous qu'un des paramètres du réchauffement climatique est dû au comportement de l'être humain, par sa consommation, par sa façon de vivre, par ses repères sociétaux. Et donc, je pense qu'un des principaux challenges, c'est de changer le comportement, notre comportement dans cette société, et les valeurs de réussite qui sont souvent erronées et qui aboutissent à une aggravation de ce réchauffement. Alors la question que je pose, effectivement en Europe, en France, ce mouvement commence à émerger. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux Indiens, aux Chinois,
qui sont en pleine croissance, est-ce qu'on va leur demander de consommer moins, différemment, alors que pendant des décennies, des siècles, l'Europe a consommé à outrance et a réchauffé la planète sans limite? Quel est l'argument qu'on peut présenter à ces pays émergents de consommer différemment, tout en sachant que pendant ce que je disais, pendant pratiquement tout le siècle dernier, les émissions, l'utilisation du charbon était d'une façon extrêmement exponentielle, et ça aboutit, et ça, à mon avis, aggravera le problème s'il n'y a pas un changement radical. Bien sûr, c'est un point classique, on peut penser aux organisations internationales, aux lois internationales, mais on sait très bien leurs limites et que c'est souvent elles servent les plus forts. On donne un instant à nos invités pour répondre. Moi, je réponds juste un argument, parce que, de fait, il est déjà sur le terrain à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'argument de la santé. Je prends le cas chinois qui est flagrant sur cette question-là, et vous avez déjà des très 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 grandes entre guillemets ONG chinoises sur la question environnementale, et c'est très intéressant pour 2 points. Pour d'abord la question environnementale et pour la question de l'évolution citoyenne, parce qu'ils ne peuvent pas aller sur les libertés fondamentales, et donc ils passent par le viatique de l'environnement pour défendre en fait des libertés fondamentales. Et donc ça, c'est un double enjeu de régulation qui est très important. Très clairement, dans les métropoles chinoises, vous avez un impact des facteurs environnementaux sur la santé des personnes qui n'est pas encore totalement conscientisé, mais qui devient de plus en plus fort. Alors, argument complémentaire, le premier, je pense, c'est un principe de réalité physique. C'est dans l'idée de neutralité, il y a l'idée en fait d'équilibre entre ce qu'on amène et ce qu'on met. Mais en fait, cette idée d'équilibre, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Et le premier argument, c'est physiquement, donc en termes de choses concrètes, c'est pas possible que tout le monde ait le mode de fonctionnement américain. Genre, même si on dit demain, ok, c'est l'objectif pour les Indiens et les Chinois, c'est pas possible. Alors, il n'y a pas assez de ressources pour le faire. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est pas possible. Le deuxième, c'est que c'est pas souhaitable parce que on a cet aspect de conséquences du changement climatique, et même si potentiellement on arriverait à ce niveau-là, les externalités seraient tellement fortes en termes de pics de chaleur, d'inondations, d'effets même sur la santé des individus, que les gens ne voudraient pas avoir ce moment-là. Et du coup, comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort justement par les valeurs. En disant, qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie désirable, vers quoi on veut vivre? Et il n'y a que via cette évolution qu'on pourra, parce que l'objectif c'est pas de vivre comme un Américain, c'est vivre heureux. Et ça pose la question in fine de comment est-ce qu'on veut vivre heureux, mais nous et les générations futures. Sans ça, on n'y arrivera pas. C'est simple, mais c'est vrai, je pense. Merci David. Bon, je vous propose d'applaudir donc l'ensemble des participants à cet échange. Comme promis, on peut passer juste à côté, boire un verre et continuer d'en débattre. La prochaine rencontre aura lieu le 28 novembre sur le thème des métropoles au cœur de la transition environnementale. Donc en parallèle de l'action des États, les dirigeants d'un certain nombre de grandes villes se sont réunis en réseau pour pouvoir faire des métropoles non plus un problème, mais aussi une solution. À bientôt au 28.